This meeting is being recorded. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cet entretien spécial organisé par le Centre de recherche et de développement de la Fondation Trophée de l'Africanité, sous l'égide bien évidemment de M. Nasrallah Belhayat, président de la Fondation Trophée de l'Africanité. Nous sommes présents sur cet entretien spécial avec M. Ismaël Sy, qui est auteur, journaliste et critique, et auteur de l'ouvrage intitulé « La démocratie américaine, une stratégie de paix en Afrique ». Alors, sans plus tarder, M. Ismaël Sy, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre conviction, votre expérience personnelle, tant dans la vie associative que professionnelle? Voilà, à vous la parole. D'accord. Merci, Madame, de me donner la parole aujourd'hui par le canal du CRD, le Centre de recherche et de développement pour la Fondation Trophée de l'Africanité. Et j'aimerais utiliser cette tribune pour saluer Monsieur Jean Kofi, le docteur Jean Kofi, qui est un ami à moi, qui est un homme très engagé sur les questions qui concernent l'Afrique, qui concernent le développement, qui concernent la jeunesse. Donc voilà. Pour répondre rapidement à votre question, moi je me présente à l'état civil Ismaël Sy Savané. Je suis arrivé au Maroc dans les années 2012 dans le but véritablement c'est-à-dire continuer mes études. J'ai opté pour une licence en finance comptabilité. Après, j'ai fait une licence en communication et ensuite j'ai fait un master en RH. Voilà. Donc, parallèlement à ma vie scolaire, j'ai été également un militant très engagé dans le domaine associatif, peut-être en Côte d'Ivoire et aussi lorsque je suis arrivé au Maroc. J'ai été, au fait, j'ai fait, on peut dire, mon parcours étape par étape. J'ai été d'abord secrétaire sportif dans la structure des Ivoiriens, la CESIM. Ensuite, j'ai été président des étudiants au niveau de la section des FES. Voilà. Et ensuite, à côté de cela, lorsque j'ai fini mes études, j'ai écrit un ouvrage qui, en tout cas, interrogeait la conscience de la jeunesse africaine dans la dynamique d'autodétermination. Comment aujourd'hui on peut avoir une jeunesse africaine tournée vers, c'est-à-dire les enjeux qui minent le continent et ensuite qui pointent à l'horizon. Et voilà, après avoir sorti ce livre en 2018 qui a été publié au niveau de la maison d'édition Muse installée en Allemagne, j'ai été poursuivre, c'est-à-dire ma vie active. Donc, j'ai commencé à l'APB en tant que stagiaire, gérant un peu tout ce qui est communication. C'est la Fédération des technologies au Maroc. Et ensuite, le destin a voulu que je parte et je me suis dirigé vers la presse. J'ai commencé dans le magazine Industrie du Maroc où j'ai fait un an. C'est là-bas que j'ai fait j'ai appris un peu les rudiments de la presse. Et aujourd'hui, je suis journaliste titulaire au magazine Économie Entreprise, qui est un mensuel qui reprend un peu la vie économique du Maroc. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire des ouvrages, notamment celui sur la démocratie? Voilà, au fait, je peux dire que c'est une suite logique parce que quelque part, lorsque on écrit un livre, en tout cas, si Dieu nous prête la vie, on sort un deuxième, un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Donc, c'était quand même une suite logique. Après avoir écrit un livre qui interrogeait la conscience des jeunes Africains, parce qu'il faut préciser le contexte. On était déjà, je pense, en 2018, on était un peu dans un contexte où vraiment de naissance d'un nouveau panafricanisme avec Kémy Séba. Je me rappelle en 2016, lorsque j'étais président des étudiants, j'ai été, disons, la première personne à avoir invité ici. Voilà, il est venu, il a fait une conférence. Et cette conférence m'a beaucoup marqué parce que j'ai compris que, voilà, aujourd'hui, comme disait Frantz Fanon, à chaque génération sa mission, soit l'accompli, la trahi. Donc, quelque part, j'avais une mission et vu que moi, je suis quelqu'un qui a la plus facile, j'ai décidé quand même de faire un petit essai
80 pages où j'essayais quand même d'analyser un peu les problématiques du continent et de quand même poser la question de la responsabilité de la jeunesse africaine. Donc, après ça, je me suis dit aujourd'hui, parce que moi, j'écris en fonction du contexte. Aujourd'hui, avec la ressurgence des coups d'État, on a vu le coup d'État, je pense, au Soudan, on a vu le coup d'État récemment au Mali, ensuite en Guinée, on a eu des coups d'État avortés du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, et je me suis dit, il y a un problème. Voilà, soit on a, c'est-à-dire un problème de gouvernance, soit on a, c'est-à-dire une junte militaire qui refuse quand même véritablement de se cantonner à assurer la sécurité des citoyens. Voilà. Donc, je me suis dit, il était important quand même de faire un ouvrage pour analyser un peu la démocratie africaine, voilà, sous le prisme de la démocratie occidentale. Et quand je parle de prisme de la démocratie occidentale, je parle précisément de la démocratie américaine qui est l'une des chevauchées, l'un des modèles quand même, c'est vrai, la démocratie américaine a des limites, mais quelque part, c'est une démocratie résiliente, c'est une démocratie qui a 200 ans d'existence, c'est une démocratie qui a fait ses preuves. Et je me suis dit, c'est une école. Donc, raison pour laquelle j'ai essayé de faire un ouvrage vraiment au-delà du plaidoyer vis-à-vis du continent, c'est plutôt une forme d'analyse. Si vous avez lu les livres, vous verrez que c'est un travail de recherche. J'ai essayé déjà de planter le décor, de comprendre un peu qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les causes qui font que notre démocratie sont dysfonctionnelles. Et d'un autre côté, essayer de faire un parallélisme par rapport aux démocraties qui fonctionnent, en l'occurrence celle voilà, des USA. Et enfin, essayer de rappeler qu'en Afrique, quelque part, dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu quand même une forme de démocratie africaine. Donc, voilà un peu les motivations qui m'ont permis, qui m'ont poussé à écrire ce livre. D'accord. Votre ouvrage traite essentiellement de la démocratie en tant que modèle. Pourquoi prioriser le modèle américain au détriment, par exemple, du modèle suisse? Voilà, au fait, déjà, c'est une démarche qui est d'abord subjective et c'est une démarche qui est aussi rationnelle. Voilà, je vous explique. Au fait, moi, je me suis dit aujourd'hui, d'abord, en prélude de mon intervention, j'ai expliqué que la démocratie américaine, c'est la plus vieille démocratie, je pense, actuellement dans le monde. Elle a près de 200 ans d'existence. Et si vous lisez le livre en introduction, j'ai rappelé que, je crois dans le premier chapitre, j'ai rappelé que ce livre un peu se base sur la doctrine d'Alexis de Tocqueville, qui a été l'un des premiers sociologues français, voilà, qui a analysé quand même le fonctionnement de la démocratie américaine des années 1800. C'était au lendemain de la révolution de 1789 où on a assisté à la disparition du système monarchique et la France cherchait une forme de gouvernance vraiment où on pourrait sentir la justice, l'égalité, l'équité et surtout une certaine moralité de gouvernance. Donc, raison pour laquelle, dans son livre intitulé La démocratie en Amérique, Alex Tocqueville explique en introduction que il a été déjà envoyé, il est allé en mission aux États-Unis pour aller comprendre de près le fonctionnement de la démocratie américaine. Et il est dit dans son livre, il est dit que la démocratie américaine est une démocratie fonctionnelle et il le dit, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas vu de plus près une société, en tout cas je parle des années 1800, une société vraiment organisée où vraiment la société fonctionne, voilà, où les différentes franges, c'est-à-dire expriment, ils ont un droit d'expression, ils ont un droit d'action, ils ont un droit de penser, ils ont un droit de formation, ils ont un droit, je veux dire, d'humanité quelque part, parce que le principe véritable de la démocratie, c'est de faire lien commun, c'est de faire une société où on vit de façon dans l'harmonie, au fait. Donc, pour revenir à votre question, pourquoi j'ai opté pour la démocratie américaine, c'est parce que simplement, moi, je me suis dit aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique, l'histoire du continent africain, aujourd'hui, les systèmes sont calqués sur le système français. Aujourd'hui, avec, voilà, quand vous prenez le pouls en Afrique, vous voyez que la France est en tête de vitesse, notamment quand vous allez au Mali, quand vous allez en Centrafrique, et dans certaines régions de l'Afrique, on sent que vraiment le système français est en train de perdre voilà, de vitesse. Et aujourd'hui, moi, je me suis dit, il faut un nouveau système.
Et ce système-là, pour moi, c'est l'Amérique. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de système parfait. Mais lorsque vous observez de plus près le système américain, vous verrez que il y a vraiment une démocratie fonctionnelle où aujourd'hui le droit des femmes est pris en compte, où la question des enfants est prise en compte, où la question de l'égalité entre les franges de la société est prise en compte, la question de la formation. C'est ça aussi la démocratie, où la question ce qui est importante et aujourd'hui qui est bafouée en Afrique, c'est la question des mandats aujourd'hui. Aux États-Unis, vous verrez que c'est 2 mandats, pas plus. La Constitution est respectée. Il y a une citation de Tocqueville qui dit la démocratie américaine, c'est la souveraineté du peuple. Aux États-Unis, il dit Dieu, c'est-à-dire le peuple américain veille sur sa souveraineté comme Dieu veille ou règne sur le monde. Et ça, c'est une phrase qui vraiment qui montre un peu à quel point ce pays-là a vraiment un système quand même qu'il faut copier. D'accord. Pourquoi pensez-vous que la démocratie serait forcément le meilleur régime de gouvernance en Afrique? Est-ce qu'il est vraiment adapté à l'environnement africain? D'accord. Déjà, moi, dans mon livre, au fait, je n'ai pas totalement avoué ou insinué le fait que la démocratie est le meilleur des modèles. Si vous lisez, au fait, je présente, au fait, c'est un travail de recherche. J'ai essayé de donner de façon subtile mon opinion, mais 90% du travail, c'est une présentation. En fait, je présente un peu le contexte africain, je présente le contexte occidental, je présente, voilà, au fait, comment, avant l'avènement de l'Occident en Afrique, comment l'Afrique gérait, c'est-à-dire la question de la société, la question du vivre ensemble. Et je pense dans le chapitre 4, j'explique que en Afrique, avant que, c'est-à-dire l'Occident ou les premiers colons arrivent, il y avait ce qu'on appelait la démocratie de la parole. Voilà. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, dans certains villages, et je pense que ça existe toujours, c'est une forme de démocratie où, c'est-à-dire, on est l'objectif réel. Ce sont les mêmes valeurs d'égalité, ce sont les mêmes valeurs de justice, ce sont les mêmes valeurs d'équité, ce sont les mêmes valeurs de renouvellement du lien social, sauf que il n'y a pas de régime, en fait, le fonctionnement de l'universel, c'est-à-dire où il y a une personne qui est là et c'est-à-dire on renouvelle à chaque fois la personne. En Afrique, par exemple, on assistait que, on remarquait que c'est-à-dire avant l'avènement des colons, il y avait des rois. Voilà. C'est-à-dire il y avait des villages qui étaient régis, des royaumes, il y avait un roi à la tête. Mais dans le modèle de gouvernance, en fait, c'était la démocratie pure, comme disait Mandela dans son livre. Je me rappelle plus du titre. Mandela disait que la démocratie de la parole, c'est la démocratie sous sa forme la plus pure. C'est-à-dire, l'objectif, ce n'est pas, quand on prenait un exemple sur la question de la justice. Lorsqu'il y avait des problèmes dans les villages, par exemple, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres tribus, l'objectif, c'est pas de forcément punir. Vous voyez un peu, l'objectif était de maintenir le lien social, c'est-à-dire le lien social qui a été brisé au travers des erreurs des deux parties ou d'une partie. L'objectif du juge n'était pas de forcément lire le droit ou lire la justice ou rétablir la justice. L'objectif était de renouer le lien social. Et dans un livre d'un sociologue africain qui avait traité la question de la démocratie et de la parole, il expliquait que, par exemple, lorsqu'il y avait des conflits ou des problèmes dans la société africaine, dans les villages, pour réconcilier les deux parties, le chef disait c'est l'œuvre des génies. C'est-à-dire, on utilisait une forme, c'est-à-dire de métaphore, une forme c'est-à-dire, on n'essayait pas d'incriminer forcément la personne. On essayait de trouver, on disait que c'était les génies qui ont fait ceci, tout ça dans l'objectif de maintenir et de renouer les liens sociaux. Et ce qui n'est pas le cas dans la démocratie, par exemple, occidentale aujourd'hui. On a une démocratie quelque part déshumanisée. On essaye véritablement d'appliquer la lecture du droit sans prendre en compte que l'objectif véritable de la démocratie, c'est de faciliter le lien social. Et aujourd'hui, pour moi, l'un des principes les plus importants, c'est la coexistence des divergences. Voilà, parce qu'on peut ne pas partager
les mêmes idées, mais quelque part, c'est grâce à la démocratie qu'on arrive à coexister. Et comme disait, je pense, c'est une parole de Voltaire, aujourd'hui, c'est Voltaire en fait une sorte de doctrine, c'est le voltairisme qui disait que au fait, dans un échange, je peux ne pas être d'accord avec ce que en fait, je paraphrase, dans un échange, je peux ne pas être d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai jusqu'au bout pour que tu puisses dire ce que tu penses. Voilà. Je ne D'accord. sais pas si j'ai répondu à la question. Hein. Oui, 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 bien sûr. Alors, le 6 janvier 2021, le monde a assisté avec stupéfaction à Uh-huh. l'intrusion des partisans pro-Trump au Capitole des États-Unis lors de la procédure de certification de la victoire de Joe Biden. Alors, Uh-huh. est-ce que cet événement n'est pas révélateur d'une crise de la démocratie américaine qui pourrait éventuellement conduire à une réinvention de celle-ci? Voilà. En effet, ça c'est une très bonne question. Je pense que dans mon livre également, j'ai parlé de cette question. Aujourd'hui, vous savez, la démocratie américaine et n'importe quelle démocratie et n'importe quel système de gouvernance a en effet des limites. Voilà, qu'elle soit la plus meilleure ou la plus parfaite c'est-à-dire des mécanismes de gouvernement ou bien de gouvernance, elle a forcément des limites. Aujourd'hui, je pense que on a vu avec la question des élections avec Donald Trump, qui opposait Donald Trump à Joe Biden, on a vu avec stupéfaction ce qui s'est passé. Mais moi, je pense que ce problème a été quelque part souligné, je pense, 2 siècles auparavant par le célèbre sociologue Tocqueville dans son livre. Il a expliqué qu'aujourd'hui, l'une des problématiques les plus importantes du système démocratique en lui-même, c'est la question de l'universel. Il expliquait que quoi? Aujourd'hui, c'est-à-dire des qualificatifs de la démocratie, c'est le renouvellement de la classe politique. Bon, on parle de la classe politique, c'est le changement c'est-à-dire du système présidentiel. C'est-à-dire on a un leader qui est là et on a un nombre de mandats qui est défini à l'intérieur d'une constitution que tout le monde est obligé de respecter. Et lorsque il y a un problème, on en réfère à la constitution que tout le monde a votée. Voilà, ça c'est le principe. Mais il explique que dans le modèle de l'universel, où le peuple a la majorité, c'est-à-dire le peuple majoritaire qui décide de élire ou de voter telle ou telle personne, il explique que la vérité ne sort pas forcément des urnes. Quand je dis ça, essayez d'analyser un peu mon propos. J'explique. Il explique que dans Tocqueville, je parle de Tocqueville, il explique que dans le mécanisme, par exemple, de choix d'un président par le vote, c'est-à-dire ne révèle pas forcément le bon, c'est-à-dire dans quelques cas, on peut souvent ne pas forcément mettre la bonne personne à la tête du pays. Vous voyez un peu. Et si vous regardez un peu les événements qui ont suivi, je pense, pendant la mandature de Trump, l'affaire Cambridge Analytica, je ne sais pas si vous savez, il y a une société qui était adossée à Facebook, qu'on appelle Cambridge Analytica. C'est une société de data qui avait son siège en Angleterre, qui avait pour objectif, à travers l'analyse des données, à travers des algorithmes, ils essayaient de faire des campagnes personnalisées pour pouvoir avoir le plus de lecteurs possible. Et il y a des enquêtes du New York Times qui ont révélé que quand Donald Trump a fait recours à cette société pendant sa campagne, c'est-à-dire que ils ont et là quand même on peut voir que la démocratie quelque part est biaisée parce que si on a un algorithme par exemple qui analyse vos besoins, qui analyse c'est-à-dire vos mouvements sur les réseaux sociaux, quelles sont vos couleurs préférées, quels sont vos plats préférés, parce que à travers les différents likes toute une journée, en une semaine, en un mois sur Facebook, en une année sur Facebook, c'est une panoplie d'informations. Et lorsque ces informations sont compilées, ça fait que on essaie déjà à travers le big data de faire un script de la personnalité du votant. Et Donald Trump, selon les enquêtes du New York Times, ils ont expliqué qu'après Cambridge Analytica, les experts, et je rappelle que même vous pouvez trouver l'interview qui a été fait en un format documentaire sur Netflix où on explique comment Donald Trump, et il y a même, je pense, une élection
d'un candidat à l'Union européenne qui a été impliqué aussi, comment ils ont utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir manipuler l'électorat afin d'avoir plus de voix. Et là, quand même, c'est ce que Tocqueville disait, que le modèle démocratique ne peut pas forcément, en tout cas dans des circonstances, ne sort un peu de son principe de vérité, de son principe c'est-à-dire de mettre le choix vrai à la tête des différents peuples. Et je pense que quelque part, Donald Trump, pour moi, et ça c'est un avis qui est subjectif, moi je pense que Donald Trump, voilà, au-delà, parce que je me dis dans un pays, je donne un exemple, dans un pays où la majeure partie des citoyens sont dans la précarité, et quand je dis ça, je ne dis pas que l'Amérique est un pays pauvre, mais il faut reconnaître que l'écart entre les riches et les pauvres est très élevé. Oui. Et comment un riche comme Trump, un capitaliste, qui est l'image véritable du capitalisme, et on sait voilà, qu'est-ce que représente le capitalisme aux États-Unis, mais comment ce personnage-là, des personnes peuvent s'identifier à lui, vous voyez que quelque part, il y a un problème. D'accord. Alors, j'ai pu constater dans votre ouvrage que vous accordez une place à la femme, non pas par compassion, mais simplement parce que, selon vous, je cite, il est impossible de concevoir la démocratie comme stratégie de paix en se privant de la moitié de l'humanité. Alors, par quelles actions concrètes la femme africaine pourrait jouer un rôle dans le combat politique en Afrique? D'accord. Au fait, moi, je pense que déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette phrase n'est pas de moi, cette phrase est de Thomas Sankara, qui a été un leader qui, dans les années, je pense, 80 à 70-80, a compris le rôle de la femme. Vraiment, Thomas Sankara était un visionnaire. Voilà, c'est l'un des modèles de leadership qui, dans son action, a compris le rôle de la femme sur le terrain politique, sur le terrain du changement de l'Afrique. Et il le disait dans un livre qui a été publié à titre posthume, parce que c'est un livre qu'il a rédigé, c'est lorsqu'il est mort qu'ils ont republié le livre. Donc c'est dans ce livre-là, j'ai oublié le titre, qui disait qu'on ne peut concevoir la révolution au Burkina sans avoir recours à la moitié de l'humanité. Et c'est une phrase vraiment qui a tout son sens aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on ne peut pas réinventer la roue. L'histoire a démontré le rôle des femmes dans les combats politiques. Et dans le livre, j'explique qu'on prenait la société américaine, la femme a joué un rôle très important dans l'avènement de la démocratie. Aujourd'hui, quand on voyait des femmes, j'ai oublié le nom de la dame, qui a lutté contre, par exemple, lorsqu'il y avait la ségrégation en Afrique, aux États-Unis plutôt, quand on prenait une dame comme Rosa Parks, lorsque le docteur Luther King militait pour les droits et le respect voilà, de la peau noire aux États-Unis, des femmes comme Rosa Parks qui ont affirmé leur position, qui ont défendu la cause des Noirs. Et je pense que c'est ça aussi la démocratie. Et en Afrique, nous n'avons pas quelque part une forme c'est-à-dire de regard lumineux qu'on peut jeter au niveau des femmes, parce que les femmes sont quelque part cloisonnées, cloîtrées. Quand on prenait même nos gouvernements, les postes qu'on donne aux femmes, c'est ministre de l'enfant, ministre de la famille, ministre, par exemple, c'est-à-dire, on ne donne pas de postes stratégiques aux femmes. Et ça, ce n'est pas normal. Et moi, je salue ici, par exemple, des pays comme le Danemark, où on voit des femmes qui sont premiers ministres. Et je pense qu'aujourd'hui, récemment, on a vu la nomination de la dame en tant que premier ministre en France. Et je pense que l'Afrique ne doit pas se priver de la gente féminine dans le combat. Je pense que l'Afrique est un continent où tout est à faire, et j'estime que la femme a plus à donner dans le combat de la démocratie. Et vous avez parlé d'actions concrètes. Et en termes d'actions concrètes, par exemple, moi, dans mon livre, j'ai cité, par exemple, la mise en place d'un forum Elle démocrate qui va essayer de cibler, c'est-à-dire le leadership féminin, les différentes figures féminines qui sont engagées dans le combat politique, essayer de créer une plateforme de réflexion pour essayer de mettre en place une feuille de route de promotion de la démocratie, de promotion de la bonne gouvernance, de promotion de la gente féminine sur le terrain politique en Afrique. D'accord. Et au regard des nombreuses violations
des principes de liberté et le non-respect de l'état de droit dans certains pays en Afrique, la démocratie semble être une utopie dans l'esprit de nombreux Africains aujourd'hui. Ouais, Qu'avez-vous à dire à effectivement. ce propos? C'est un constat que je partage, c'est un constat qui est vrai, c'est un constat qui est plein de sincérité. Et je pense qu'il faut aller au-delà du constat. En tout cas, moi, je ne suis pas un afro-pessimiste, je suis un afro-optimiste. Je pense que la position de l'Afrique aujourd'hui, comme disait Gandhi, l'Afrique est un continent qui dort et lorsque l'Afrique va se réveiller, le monde tremblera. Et pour moi, c'est une citation qui est vraie. Voilà, c'est une citation, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, au lendemain des indépendances, on pensait que l'Afrique allait se développer avec des leaders comme Kwame Nkrumah, comme Sianis Olympio, des leaders comme Amilcar Cabral, des leaders comme Thomas Sankara, des leaders comme Patrice Lumumba. Ces leaders ont été incompris quelque part. Vous voyez un peu? Ouais. Ces leaders ont été incompris. Ces leaders avaient un modèle de gouvernance pour l'Afrique. Ils avaient un modèle c'est-à-dire de projet de société pour l'Afrique, au-delà même de la balkanisation, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les pays font cavalier seul. Par exemple, sur les questions essentialistes, sur les questions propres au continent, on n'arrive pas à parler d'une voie commune. Aujourd'hui, par exemple, comprenez la question de l'insécurité dans le Sahel, je pense que l'Afrique peut apporter une réponse africaine. On n'a pas besoin, par exemple, de l'Occident pour pouvoir régler le conflit ou l'insécurité au Sahel. Je vois un peu. Et ça, déjà, c'est des petits problèmes qu'on peut solutionner. Maintenant, pour revenir sur la question de la démocratie, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à mettre en place des systèmes de démocratie qui fonctionnent? C'est simple. Il y a un philosophe français qui disait, vous pouvez avoir la plus parfaite des constitutions, la plus parfaite, le plus parfait de contrat social. S'il n'y a pas des hommes de valeur, cette constitution ou ce contrat social ne sert à rien. Vous voyez un peu? Et je pense que cette citation a tout son sens en Afrique. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, ce n'est pas ce n'est pas qu'on n'a pas des normes fonctionnelles, c'est parce qu'on n'a pas d'hommes de valeur, des personnes vraiment qui incarnent vraiment l'esprit de gouvernance. On a aujourd'hui des chefs d'État, on a aujourd'hui des politiciens qui sont, je peux dire, c'est-à-dire animés par la logique de rente, voilà, par la logique de prédation, par la logique c'est-à-dire de réalisation, parce qu'aujourd'hui, quand on voit des hommes politiques qui veulent embrasser la chose politique, c'est parce que quelque part, ils veulent être président, tout simplement, ou soit ils veulent, à la limite, et moi je parle de façon crue, hein, je n'essaye pas de maquiller un peu mes propos. Aujourd'hui en Afrique, comme disait un opposant malien, l'Afrique est devenue, aujourd'hui la politique en Afrique est devenue un commerce, c'est-à-dire c'est une forme d'entrepreneuriat. Quand les personnes se lancent dans la politique, ils prennent des fonds, ils prennent des capitaux, ils prennent des prêts, et lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils sont redevables. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus gérer le pouvoir avec autonomie, ils sont obligés de rembourser. Et c'est ce qui est là qu'on voit des gens aujourd'hui, que je ne citerai pas le nom, des présidents qui sont là, des opposants qui viennent, c'est moi je t'ai fait, c'est moi je t'ai donné le pouvoir. C'est parce que quelque part, on est dans une logique de rente. Donc pour moi, une Afrique où la démocratie doit marcher sera où doit être une Afrique où on a les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Des hommes de valeur, des hommes qui ont la compréhension de la chose politique, les hommes qui sont au service du peuple. Ce qu'on a, je pense que le leader, Sucre Masra du Tchad disait dans son livre, il faut un leadership serviteur en Afrique. C'est-à-dire des personnes vraiment qui sont au service des populations, qui connaissent les réalités et les souffrances du peuple, des personnes c'est-à-dire qui ont la volonté et l'abnégation de réduire, parce qu'on ne peut pas faire disparaître les inégalités. On ne peut pas, c'est-à-dire quelque part dans nos sociétés, créer le paradis. Mais on peut, avec beaucoup de volonté et beaucoup de conscience politique, essayer quand même de créer un cadre de société où les citoyens sont épanouis. Et pour moi, pour ça, la démocratie, pour moi, est, je peux dire, à la limite indispensable. D'accord. Traitons à présent d'une question nécessaire qui est le racisme.
Le racisme est un fléau indélébile au sein même de la démocratie américaine. Les Noirs, la communauté afro-américaine représente 60% des personnes. Les Noirs, afro-américaine. Oui, je vous écoute. Ça va? Pardonnez. Vous m'entendez Ouais, bien? allez-y. Donc, Oui, oui, c'était coupé. je disais que la communauté afro-américaine représente environ 60% des personnes tuées par la police entre 2000 et entre les années 2000 et l'année 2018. Alors, comment parler de la démocratie américaine en tant que modèle pour l'Afrique quand même les personnes originaires du dit continent sont plus susceptibles d'être tuées par la violence policière? Je pense que vous touchez là, c'est-à-dire une problématique ou je dirais une question qui est quand même assez importante. Aujourd'hui, pour moi, la question des dérives raciales, la question, c'est-à-dire des inégalités raciales, est une question aujourd'hui qui est problématique. Et je pense que le président Biden, au lendemain de sa prise de pouvoir, a fait de ce sujet une question, une priorité dans sa diplomatie, une priorité dans sa gouvernance. Et je vous rappelle que euh, déjà, il faut comprendre l'historique de l'Amérique. Voilà, il faut comprendre l'historique de l'Amérique. L'Amérique, au fait, est un pays où il y a existé l'esclavage. Je pense, il y a existé l'esclavage. Et ensuite, je pense, il y a eu le droit de suppression de l'esclavage. Et ensuite, il y a eu une lutte acharnée qui a été portée par des personnages comme Martin Luther King Jr., par des personnages comme Malcolm X. Et il y a eu beaucoup de modèles et de symboles vraiment de la lutte pour la réintégration du noir dans la société américaine. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un problème qui ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Et il faut saluer aussi que le fait que le combat de Dr. King, le combat de Malcolm X a permis qu'un président noir dirige les États-Unis. Personne n'aurait pensé que 100 ans en arrière, qu'on aurait un président américain. Comprenez? Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut l'affirmer. La société américaine, il y a des disparités, c'est-à-dire entre les Noirs et les Blancs, mais il faut rappeler que aussi, c'est un problème qui fait partie de la société. Et même chez nous en Afrique, le problème du racisme existe. Peut-être qu'il n'est pas, c'est-à-dire de façon euh, plus, il n'a pas plus d'écho comme aux États-Unis, mais entre nous-mêmes Africains, souvent la question du racisme se pose. Maintenant, je vous rappelle un fait historique qui montre que aux États-Unis, même si peut-être le système aujourd'hui n'arrive pas à contenir les dérives raciales, il faut rappeler que dans l'histoire de l'Amérique, il y a eu, grâce à la démocratie, grâce à l'esprit de droit, il y a eu des faits qui ont montré que vraiment la loi est pour tous. Le système est juste. Je vous explique. Comprenez, je prends des années 1970, je pense dans la contrée de l'Alabama. Voilà, il y avait en ce moment une école où on interdisait aux Noirs d'aller à l'école. C'était un décret pris par le gouverneur, je ne me rappelle plus son nom, mais je l'ai cité dans le livre, je pense dans le chapitre 3, voilà, où le gouverneur avait pris un décret disant que voilà, les Noirs devaient aller dans une école spécifique et les Blancs aussi dans une école spécifique. Et je pense que le Dr. King, à l'époque, avait organisé une manifestation disant que non, les Noirs peuvent aller comment dire ça, à l'école, dans les mêmes écoles que les enfants blancs. Et ça crée vraiment, ça dit, des conflits dans la ville de l'Alabama, comme on a assisté avec George Floyd, des marches, il y a eu vraiment, la ville a été paralysée pendant près de quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est un fait historique important qu'il faut prendre en compte. La Cour suprême américaine, qui était composée à l'époque d'hommes blancs, a pris le côté des Noirs. La Cour suprême américaine a fait un décret disant que ces Noirs-là doivent aller à l'école contre l'avis du gouverneur. Et en ce temps, je pense, le gouverneur était soutenu par le président de l'époque. Mais la Cour suprême a fait barrage. Je dis non, nous sommes du côté du droit civique. Parce que dans la Constitution américaine, il y a un abonnement qui dit du moment où quelqu'un a la nationalité américaine, il n'y a pas de différence entre les Américains.
je pense si c'est le troisième amendement ou le quatrième amendement, où du moment où tu es américain, tous les Américains sont égaux en droit, en liberté et en droit d'expression, en droit d'action. Et c'est sur ce principe-là que la Cour suprême américaine, je t'ai dit, une Cour suprême composée de Blancs en majorité, qui a pris le côté des Noirs, qui a pris le côté de Dr. King. Et ça a été vraiment un signal historique. Donc, je peux conclure par là en disant que, certes, évidemment, aujourd'hui, la question raciale, la question des disparités entre les Blancs et les Noirs, voilà, prend une forme très importante. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il ne faut pas, avoir cette image-là comme l'image de référence des États-Unis d'Amérique. L'Amérique, ce n'est pas forcément les disparités raciales. L'Amérique, c'est des personnes aujourd'hui comme Barack Obama, des Noirs qui sont partis de rien, qui ont eu les chances. L'Amérique, c'est des personnes comme Elon Musk. Elon Musk n'est pas américain d'origine, Elon Musk est un Sud-Africain. Mais c'est grâce au principe, cette Amérique-là, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, vous, je me rappelle de votre nom, si vous partez aux États-Unis, et si vous avez les qualités qu'il faut, si vous avez les compétences qu'il faut, si vous avez les applications qu'il faut, et je pense que vous avez votre chance aux États-Unis. Et je pense que c'est cela qu'il faut en Afrique. Aujourd'hui, dans nos pays, le problème, c'est que on n'a pas de système de justice. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un étudiant ivoirien. Bon, j'étais étudiant, j'ai fini mes études. Figurez-vous que nous, en tant que jeunesse africaine, et je pense qu'il y a bon nombre de jeunes africains qui sont dans ma situation, l'État finance nos études, nous venons étudier, et lorsque nous voulons rentrer au pays, c'est-à-dire on fait preuve, c'est-à-dire on est confronté au clientélisme, on est confronté à l'ethnocentrisme, c'est-à-dire on ne nous juge pas sur nos compétences réelles, mais on nous juge sur, par exemple, des positions politiques ou bien soit des positions sociales. C'est-à-dire que lorsque vous parlez dans un jargon ivoirien, lorsque tu vas postuler, on te demande qui t'envoie, qui est derrière toi. Pourtant, dans un système d'égalité, dans un système de justice, on ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas, par exemple, la position politique, on regarde la compétence. Et comprenez, par exemple, je donne l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk n'est pas américain. Elon Musk est né aux États, en Afrique du Sud. Il a grandi en Afrique du Sud. Je pense que c'est à l'âge de la majorité qu'il a migré aux États-Unis. Aujourd'hui, voilà, je crois que c'est l'homme le plus riche du monde. Voilà. Donc, pour moi, n'ayons pas un avis simpliste. C'est vrai, la question pour terminer, la question des problématiques raciaux ou raciales est très importante. Il ne faut pas l'occulter, mais ce n'est pas les États-Unis. D'accord. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à cette jeunesse africaine grandissante qui a indéniablement un rôle à jouer dans le narratif de l'Afrique? D'accord. Je vous remercie pour cette tribune ou je dirais pour ce parallèle, parce qu'on ne peut parler de démocratie américaine ou surtout de démocratie dans sa généralité, dans les généralités, sans pointer du doigt la question de la responsabilité de la jeunesse africaine dans la constitution de l'Afrique, ou je dirais dans la mise en place d'un système de gouvernance fonctionnel. Aujourd'hui, le constat au demeurant amer est que nous avons vraiment une jeunesse vraiment qui... C'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui sont voilà, impactés par ces questions-là. Il y a des jeunes qui veulent s'engager sur le terrain politique, pas seulement sur le terrain politique, qui veulent s'engager sur le terrain des idées, qui veulent s'engager sur le terrain de la construction du continent. Mais la grande majorité de la jeunesse africaine, surtout, est une jeunesse qui est quand même distraite, est une jeunesse qui est quand même à la limite, qui a donné le dos à la construction de l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, il est important pour un continent qui a 70% de sa population qui est composée de jeunes. Je crois qu'on est 1 milliard d'Africains, et quand on connaît 1 milliard, c'est selon les chiffres des économistes, c'est près de 70% de la jeunesse de la population africaine qui est composée de jeunes. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, vous verrez que voilà, les jeunes aujourd'hui ne sont pas... Je vous donne un exemple simple. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez que vous organisez par exemple une conférence sur la question de l'Afrique, sur le devenir du continent, sur la question de la gouvernance, sur la question des élites, sur la question de la fuite des cerveaux. Vous verrez que la jeunesse ne s'intéresse pas. Mais lorsque on a des directs ou des conférences qui sont animées
par des personnages comme Makosso ou des personnages, ces nouveaux blogueurs qui sont là, qui font la pluie et le beau temps sur les plateformes numériques, on remarque qu'à la réalité, quand vous prenez le contenu ou la substance de ces directs, vraiment, à la réalité, en fait, voilà, à la limite, c'est misérable, en fait, parce que moi, je ne me vois pas prendre mon téléphone et suivre, par exemple, un direct de la dame, là, à mon chic, par exemple, qui, voilà, parle de sexe, parle voilà, de tromperie en femmes. C'est Dieu-là qui intéresse la jeunesse africaine. Et je pense que c'est déplorable. Et en fait, je vais rappeler une citation de Cheikh Anta Diop, qui a été l'une des figures emblématiques du panafricanisme, qui disait la jeunesse africaine a un rôle important dans le développement et la constitution du continent africain. Il disait, jeunesse africaine, armez-vous, armez-vous, mangez le savoir jusqu'aux dents. Il disait, à savoir égal, la vérité finit par triompher. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'un des conseils les plus importants que je peux donner à la jeunesse africaine, c'est d'abord de se cultiver. Parce que lorsque on est véritablement instruit, je pense qu'on peut s'engager dans un combat d'idées. Parce que la question politique est d'abord un combat d'idées, au-delà d'un combat physique qu'on voit aujourd'hui, le conflit en Ukraine. Mais déjà, le terrain politique est un combat d'idées, est un combat de réflexion, c'est un combat où on a besoin véritablement de la matière grise. Et je pense que pour cela, il faut que la jeunesse africaine vraiment s'arme de courage pour aller vers la connaissance. Et la connaissance aujourd'hui, nous avons la chance. La connaissance, elle est partout. C'est pas comme avant dans les années 50 où pour aller à la bibliothèque, il fallait faire 5 km de marche. Bon, mes parents me disaient, pour aller à la bibliothèque, pour aller à l'école, il fallait faire 1 km de marche. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin, en une seconde, tu peux télécharger un livre sur Google. Donc, la connaissance aujourd'hui est accessible pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est une question de courage, c'est une question de volonté, c'est une question de responsabilité historique, comme disait Frantz Fanon. D'accord. Nous sommes presque arrivés au terme de cet entretien. Monsieur Ismaël Si, un mot de fin peut-être? Bon, au fait, d'abord, je tenais, avant de conclure, à vous remercier de m'avoir donné la parole sur votre tribune, qui aujourd'hui, qui est je pense, un outil qui milite dans le sens du développement du continent, dans le sens de la promotion d'un nouveau mindset, de la promotion d'une nouvelle, parce que quand moi j'entends africanité, en tout cas, dans mon esprit, je conçois vraiment une forme de mindset nouveau de la jeunesse africaine, une jeunesse africaine soucieuse du continent, une jeunesse africaine qui est au service du continent par les idées, par les échanges, par le dialogue, par les débats. Je pense que je peux dire, c'est l'enjeu aujourd'hui de l'échange. En fait, ce n'est pas de parler pour parler, c'est par la réflexion, essayer de planter une problématique, apporter une esquisse de solutions. Et aujourd'hui, moi, je tenais déjà à vous remercier pour ce travail. Voilà, c'est à saluer. Voilà, quand je vous vois, c'est pas des jeunes de 5, en fait, c'est pas des gens de 50 ans, c'est la jeunesse. On sent qu'il y a un vent de prise de conscience qui est en train de s'amorcer. Et voilà, moi, je vous remercie. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de message, moi, je pense que l'Afrique a beaucoup à apporter, l'Afrique a beaucoup à donner. Et moi, j'estime qu'il y a des jeunes engagés comme Jean Kofi qui sont soucieux de la constitution de ce continent, des jeunes qui sont avant-gardistes sur les questions qui minent le continent africain. Et j'estime qu'il est temps, comme disait Frantz Fanon, à chaque génération sa mission, l'accomplir à Tari. Il est temps de savoir quel est notre rôle dans cette Afrique en mouvement, dans cette Afrique qui veut véritablement proposer un modèle de gouvernance. C'est ça, parce qu'on voit un peu le monde, on sent que nous sommes dans une dynamique de changement sur l'échec international. Donc, on voit des nouveaux pôles d'influence, on voit des centres de force qui sont en train de naître. Et je pense que l'Afrique ne doit pas rater ce rendez-vous. Et quand je parle d'Afrique, je parle précisément des différents pays. Nous ne devons pas rater le rendez-vous du numérique. On ne doit pas rater le rendez-vous par exemple, de l'aérospatiale, qu'on voyait aujourd'hui, je pense, si je ne sais pas si vous avez suivi la campagne de Mélenchon qui a expliqué que l'Afrique a raté le 20e siècle, l'Afrique a raté le 20e siècle, et l'Afrique ne doit pas rater la révolution de l'espace. Voilà, donc
en fait, ça montre un peu ce qui est en train d'arriver. Je pense que nous, en tant que jeunes, il est notre rôle d'initier ou de prendre à bras le corps les problématiques de l'Afrique et de changer ce continent une fois pour tous. Merci. Merci, Monsieur Ismaël Sy. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste, critique et politique, et auteur notamment de l'ouvrage intitulé « La démocratie américaine, une stratégie de paix en Afrique ». Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook notamment. Et le Centre de recherche et de développement de la Fondation Trophée de l'Africanité vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre événement de ce type. Merci encore et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.